Voilà, je parlais du UFK. Évidemment, c'était une erreur. Hein. C'était l'Union des forces du changement, UFC, le parti présidé par Kengo Adondo, qui est représenté ici à Bruxelles par Dieudonné Wabi, que nous recevons tout simplement parce que des propos qui ont été tenus ici sur Radio Air Libre, Africa Jama, il nous a signalé que ces propos n'étaient pas vrais. C'était des propos qui ont été tenus par un de nos invités, le responsable de l'APRODEC, Stani Kalombo, qui avait déclaré que messieurs Léon Kengo Adondo détenait toujours un passeport belge. Et donc, nous sommes sentis obligés, bien sûr, de donner la parole à monsieur Dieudonné Wabi. À vous la parole, monsieur. Ouais. Par rapport à ça, et uniquement par rapport à ceci. Ouais. Merci, bonjour monsieur. Je viens, comme on vient de le dire, porter ici un démenti formel par rapport aux propos qui ont été tenus par monsieur Kalombo de l'ASBL APRODEC. Vraiment, je viens ici de la part de monsieur Kengo Adondo pour d'abord dénoncer ces propos vraiment dénués de toute vérification, des propos qui proviennent simplement des rumeurs. Est-ce que vous-même, vous avez vérifié que Kengo détenait un passeport congolais? Il vous l'a montré? M. Kengo détient un passeport congolais. Déjà que M. Kengo a le passeport diplomatique en tant que président du Sénat, donc représentant d'une institution congolaise, M. Kengo a un passeport congolais. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que M. Kengo n'a jamais détenu, et ça ce sont les propos qui viennent de lui-même, il n'a jamais détenu depuis sa naissance une nationalité autre que la nationalité congolaise. De 1962 à 1968, M. Kengo était étudiant à l'Université libre de Bruxelles, président de l'association des étudiants catholiques africains. M. Kengo était ici en tant qu'étudiant congolais. M. Kengo a commencé à travailler en République démocratique du Congo bien avant l'indépendance, au greffe du tribunal du parquet de Mbandaka en 1958. M. Kengo a travaillé en tant que substitut du procureur de 1960 à 1962. Il a été président de la Cour suprême et la suite, tout le monde connaît. M. Kengo n'a jamais détenu une autre nationalité et un autre passeport que le passeport congolais. Ce que j'aimerais souligner ici, vraiment pour faire très court, c'est que lorsque l'émission est passée la semaine passée, j'ai eu moi-même, Dieudonné Wabi, à appeler M. Kalombo. J'ai appelé M. Kalombo pour poser la question et directement, M. Kalombo, s'il suit, il peut dire si je mens. M. Kalombo m'a dit clairement, Dieudonné, parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais très bien, la personne qui m'a donné cette information a aussi suivi l'émission. Il vient de m'appeler pour me dire que l'information était fausse. Dieudonné, je te donne ma parole que je vais faire moi-même le démenti. Pourquoi Stani nous a pas appelé pour nous dire que ce qu'il avait proféré sur nos antennes n'était que mensonge? Il ne nous l'a pas dit, nous en tout cas. Je suis malheureusement obligé de souligner ici la mauvaise foi. Je suis malheureusement obligé de souligner et d'attirer l'attention sur le fait que les associations qui sont aussi respectables doivent rester neutres. Les associations comme la PRODEC, en ce moment où nous sommes dans la fièvre électorale, les associations doivent rester neutres et doivent veiller à ne pas être instrumentalisées par certains groupements politiques pour des règlements de comptes politiques. En ce qui concerne la nationalité belge, il y a quelque chose de plus facile. Je me suis entretenu avec M. Kengo là-dessus pour dire que si quelqu'un a la nationalité belge, il y a possibilité de vérifier au niveau du moniteur. De toute façon, à condition qu'il l'ait obtenu par naturalisation. Voilà, à condition qu'il ait obtenu par naturalisation. Parce que de toute façon, M. Kengo n'avait pas la nationalité belge avant d'avoir la nationalité congolaise. Ça, on ne le sait pas. Mais vous et moi, on ne le sait pas. Puisque moi, je vous l'ai dit, M. Kengo n'a jamais eu de nationalité autre que la nationalité congolaise. De toute sa vie, il a vécu au Congo jusqu'à ce qu'il vienne étudier en Belgique, de 62 en 68. Il est rentré au Congo où il a exercé dans la magistrature. Puis, en 1982, il a été appelé à des fonctions politiques. Ça, tout le monde le sait. Jusqu'à ce qu'il quitte le Congo encore en 97 pour l'exil ici en Belgique. M. Kengo n'a jamais détenu une autre nationalité. Si quelqu'un a la preuve, la moindre preuve,
que M. Kengo détiendrait une nationalité autre que la nationalité congolaise, que ce monsieur vienne nous apporte cette preuve. Parce que le dossier de M. Kengo a été notamment aussi examiné auprès de la CENI, et la CENI a jugé, a vérifié que le dossier de M. Kengo était tout à fait recevable. Voilà donc le démenti que vous faites, mais ce démenti, à mon avis, ne suffit pas toujours, parce que les éléments matériels qui puissent convaincre à 100% nos auditeurs ne sont pas là. C'est presque pratiquement, je dirais, votre parole contre la parole de Stani. Mais Stani non plus n'avait pas la preuve de ce qu'il avançait. Toutefois, on pouvait faire foi à ce que Stani Kalombo disait, tout simplement parce qu'il fait partie d'une association quelque part qui travaille correctement. Et je suis persuadé que si effectivement ce que Stani Kalombo nous a dit n'était pas vrai, qu'il serait suffisamment, comment dirais-je, honnête pour nous appeler et démentir lui-même. Ça serait tout en son honneur s'il le fait. Et moi, je le lui demande, en tout cas s'il nous écoute, si ce qu'il a dit, il n'en a pas la preuve, qu'il nous appelle pour le démentir lui-même. Mais déjà, nous enregistrons que le parti de Monsieur Léon Kengo Adondo affirme que Monsieur Kengo Adondo n'a jamais détenu une autre nationalité que la nationalité congolaise. Oui, j'aimerais juste ajouter que nous avons ici déjà saisi les avocats, nous avons saisi la défense, les avocats de Monsieur Kengo qui vont porter plainte pour imputation dommageable. Parce que nous estimons, comme vous le dites, nous sentons dans l'opinion, nous sentons dans le chef de certaines personnes une certaine présomption de culpabilité. Et c'est très facile maintenant, aujourd'hui, au Congo, pendant la campagne électorale, que des gens viennent avec des accusations. Vous savez, en matière pénale, nous ne sommes pas en matière pénale ici, mais en matière pénale, déjà, la charge de la preuve revient à l'accusation. On ne peut pas commencer comme ça à proférer des accusations ou à faire des déclarations sans preuve, sans la moindre élément de preuve, et puis demander à la personne qui est accusée d'apporter la preuve du contraire. Je trouve ça... Non, ce n'est pas exactement ce que nous venons de dire. Hein. Nous venons de dire que Monsieur Stani Kalombo n'a pas présenté la preuve de ce qu'il a affirmé, et nous lui demandons s'il est à l'écoute. En tout cas, nous avons essayé de le joindre avant que nous vous recevions, mais cela n'a pas été possible. Mais je ne doute pas un seul instant que Monsieur Stani Kalombo hésite pour nous appeler et nous dire que ce qu'il avait proféré n'était pas exact. En tout cas, nous attendons que lui apporte la preuve que ce qu'il a dit était vrai, et nous enregistrons votre déclaration disant que non, il n'a jamais détenu une autre nationalité. Mais ce n'est que votre parole. C'est pour cela que je dis, vous non plus, vous ne nous apportez pas la preuve, mais on n'exige pas cette preuve-là. Oui. On ne l'exige pas, mais on dit tout simplement que vous ne nous donnez pas une preuve de ce que vous dites, mais on enregistre que, en tout cas, vous n'êtes pas d'accord et vous apportez le plus grand démenti. C'est un démenti que vous apportez sur ce que Monsieur Kalombo a dit. Maintenant, il y a 1000 personnes qui veulent intervenir, en tout cas pour donner leur avis par rapport à ceci, mais nous estimons que vous étiez là pour faire ce démenti. Mais puisque nous vous avons en main, on va peut-être vous poser l'une ou l'autre question sur votre parti politique. Quels sont les derniers éléments que vous pouvez nous donner concernant la candidature de Monsieur Kengo Adondo, peut-être les arrangements ou les négociations qui ont cours actuellement entre lui et Monsieur Kamere et également Monsieur Étienne Tshisekedi. Comment est-ce que Monsieur Kengo aujourd'hui ou votre parti politique en tout cas se positionne dans les négociations qui ont cours? Voilà, déjà à la sortie le 24 juillet, à la sortie du parti, Monsieur Kengo a déclaré, a affirmé que il se tenait à la disposition de la nation, notamment de l'opposition, et il soutenait la démarche de la candidature commune. Et à ce jour, Monsieur Kengo continue dans cette logique. Bien que les circonstances ont fait qu'il y ait plusieurs candidatures de l'opposition, mais il y a quelque chose qui est en tout cas à mettre au crédit de cette dynamique qui s'est engagée, c'est que le groupe, le groupe dit de Sultani a réussi déjà à dégager un programme commun. Et lors du dépôt de candidature de M. Kengo l'a dit encore,
La candidature est déposée, les négociations, les discussions se poursuivent avec tout le monde, pas seulement avec M. Kamere, avec tout le monde. M. Kengo croit, et l'UFC croit encore en une possibilité d'avoir une candidature commune, sachant que jusque-là, la liste définitive concernant les présidentielles n'est pas encore définitive, si je peux me permettre. On ne connaît pas très bien votre parti politique, hein, qui est quand même un parti tout récent. En 2-3 mots, comment est-ce que vous pouvez présenter l'UFC? Quels sont les axes forts de peut-être pas de son programme, mais en tout cas des lignes que ce parti voudrait mettre en avant? En tout cas, les axes forts, c'est un parti qui est un parti de centre droit, un parti qui prône le libéralisme social. C'est un parti qui est composé de personnes qui sont pour la plupart des croyants, mais c'est un parti qui s'est engagé. Des croyants, c'est un parti chrétien? C'est un parti, je peux dire que c'est un parti chrétien, parce que les valeurs qui sont défendues par le parti politique l'Union des forces du changement, ce sont des valeurs chrétiennes, les valeurs de justice, les valeurs de transparence, les valeurs d'amour du prochain. Mais ici, eu égard à la situation actuelle du Congo, le parti, l'UFC, se fixe comme objectif tel que défini et déterminé aussi par le discours de M. Kengo le 24 juillet, comme objectif principal la restauration de l'autorité de l'État au niveau de tous les territoires du Congo, afin que l'État puisse, dans une deuxième phase économique, produire des richesses et que ces richesses puissent être distribuées à travers les investissements, à travers la création d'emplois et à travers le combat contre la pauvreté, l'ignorance et le mal-être. Si l'UFC dit qu'il est un parti libéral social, est-ce qu'on peut le croire? Avec ce que Kengo a fait dans l'histoire congolaise, en tout cas, c'était l'homme dit de la rigueur, c'est-à-dire, rigueur veut dire coupe dans tous les programmes sociaux, et il l'a fait. Hein. Est-ce que vous êtes crédible quand vous dites le social vous intéresse aussi? Oui, le social nous intéresse, et je pense que en cette matière-là, il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup d'ignorance, mais il y a beaucoup de procès d'intention aussi. Lorsque M. Kengo devient Premier ministre en 1982, si vous permettez que je situe un peu le contexte, ceux qui connaissent l'histoire du Congo se souviennent qu'en 1982, il y a eu un scandale de détournement de 2 milliards de dollars au niveau du gouvernement qui était le gouvernement précédent, le gouvernement de Singa Oju. M. Kengo, à l'époque, après avoir été procureur général de la République, il a été envoyé ici en Belgique comme ambassadeur. Et M. Kengo, ça, j'ai eu un entretien, une discussion avec lui. M. Kengo me dira ceci, le président Mobutu l'a appelé pour dire Kengo, les économistes et tous les autres m'ont déçu. Nous ne nous en sortons plus. Nous ne nous en sortons plus dans la gestion de l'État. Nous avons besoin, j'ai besoin de toi pour restaurer la rigueur, pour restaurer la discipline budgétaire, pour restaurer, en un mot, la rigueur dans la gestion de l'État. Et M. Kengo a pris, à l'époque, et faut-il le souligner, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'hommes d'État capables de prendre des décisions courageuses. Les décisions qui ont fait que M. Kengo devienne impopulaire, c'était les décisions des réajustements structurels de l'époque. Les décisions, M. Kengo arrivait au pouvoir. Là, on est d'accord. Oui, mais malheureusement, à cette époque, toutes les mesures sociales qui avaient été prévues pour accompagner ces mesures n'ont pas été faites. Souvenez-vous. Mais il y avait pratiquement pas de mesures qui avaient été prises. C'est l'époque où vraiment comment dirais-je, FMI et la Banque mondiale imposaient justement les mesures de les mesures. Cela m'échappe. Où en tout cas tous les pays africains sont passés par ces mesures drastiques de rigueur. Oui. Et il fallait couper dans tous les programmes sociaux, l'éducation, la santé, ainsi de suite. Et vous n'allez pas me dire que Kengo avait quand même ce souci-là, alors qu'il ne faisait qu'appliquer tout ce qui était décidé par les organes de Bretton Woods. Non, laissez-moi vous expliquer, monsieur, que à cette époque, les mesures qui ont été prises, après avoir fait l'audit de l'État, c'est-à-dire de la fonction publique, il a été constaté un grand nombre d'abus au niveau des employés, des fonctionnaires de l'État, dans le domaine de la santé, dans l'armée, ainsi de suite. Énormément d'employés fictifs
tous les gouvernements, les ministres qui passaient ont embauché, enregistré des gens au niveau de la fonction publique, des gens qui n'avaient pas, et il y avait des faux numéros, il y avait des militaires qui n'existaient pas, il y avait des agents qui n'existaient pas. Toutes ces personnes-là devaient être mis à la porte. Mais par contre, les mesures sociales qu'il y avait, notamment de réaffectation, de réencadrement de toutes ces personnes qui étaient aussi dans l'enseignement, toutes ces mesures n'ont pas été respectées. Et vous vous souvenez du discours de M. Mobutu, à qui M. Kengo avait refusé une augmentation de la dotation la dotation présidentielle. Mobutu voulait que la dotation présidentielle aille de 1 500 000 $ à 5 millions. M. Kengo a refusé. Et M. Mobutu tiendra un discours en 1986 pour dire qu'on ne mange pas la rigueur. M. Kengo est venu pour restaurer la discipline dans la gestion de l'État. Il fallait que ça soit suivi des mesures sociales. C'était lui le Premier ministre. C'était lui le Premier ministre. Si ces mesures sociales ne sont pas appliquées, c'est la faute à qui? Ouais, voilà. Le problème. Qui doit assumer ça politiquement? Le problème avec nous au Congo, c'est que quand il s'agit de M. Kengo, on traite M. Kengo comme si M. Kengo avait le contrôle de tout le pouvoir. Mais absolument. Mais quand puisque vous dites qu'il est parvenu à refuser à Mobutu, comment dirais-je, de relever sa dotation. Et donc, il est parvenu à refuser à Mobutu et il n'est pas parvenu à faire appliquer les mesures sociales. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Mais qu'est-ce que M. Kengo va faire en matière de mesures sociales si le fonds qui ont été affectés pour ces mesures sociales, pour la solution de ces problèmes, ont été détournés tout simplement? Qu'est-ce que M. Kengo ferait? Ben, il prend des mesures contre les personnes qui ont détourné. Il y a eu une mesure. Ça, c'est la première chose. Il y a une mesure qui a été faite. Il y a une mesure qui a été prise. C'est que M. Kengo a été démis de ses fonctions. Vous vous souvenez, en 1986, Mobutu a repris le pouvoir. Des années après. Hein. 4 ans après. 4 ans après, Mobutu a repris le pouvoir comme chef de gouvernement et M. Kengo a été affecté comme ministre des Affaires étrangères. En tout cas, M. Dieudonné Wabi, merci beaucoup pour cet échange. On admet que avec M. Kengo à Dondo, en tout cas la plupart des gens qui ont par exemple visité l'ambassade à l'époque où il était ambassadeur reconnaissent que en termes d'ordre, je parle bien d'ordre, il y a quelque chose. Et c'est ce qu'il nous faut d'important. Mais c'est quand même un élève fidèle des institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale. Aujourd'hui, on parle du Brésil, le Brésil qui s'est débarrassé du Fonds monétaire international, entre autres parce que le Brésil a payé ses dettes. Nous sommes dans une situation de désordre, une situation où l'autorité de l'État n'existe plus, une situation où le pays n'est pas géré. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au-delà de toute considération, la campagne électorale n'a pas encore commencé, mais je dirais cela, que pour le Congo redevienne fort, pour que le Congo redevienne compétitif, nous avons besoin d'hommes d'État capables de prendre des mesures courageuses pour pouvoir restaurer l'autorité de l'État. Mais surtout aussi des hommes politiques capables de dire non contre ces mesures d'ajustement structurel. Par exemple, les mesures d'ajustement structurel des débuts des années 80 qui ont été imposées aux États africains. Et les dégâts qui ont été causés par ces mesures-là, nous les payons jusqu'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Wabi. On aura l'occasion pendant la période électorale de vous recevoir à nouveau pour rediscuter de l'évolution de la situation politique en République démocratique du Congo. Monsieur Dieudonné Wabi, merci. Merci. Edingo.